Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé après le long week-end et les événements socio-politiques de notre pays, le Togo. L'atmosphère est tendue, de l'anxiété à tous les niveaux, une large frange de la société qui partage une vie sociale difficile, extrêmement difficile, qui s'exprime depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, la jeunesse qui s'exprime à visage découvert de l'intérieur même du Togo, n'ayant plus visiblement confiance à la classe opposante à Faure Gnassingbé. Nous allons aborder le sujet sans filtre, mais sans passion, je l'espère bien avec mes panélistes, mais avec gravité, les réseaux sociaux à la place de l'opposition traditionnelle, un danger ou une opportunité pour maintenir la pression politique sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. On va en parler, bien sûr, et ce sera le sujet principal aujourd'hui avec Ambroise Pondo du journal The Guardian, Jacques Diakouti, notre éditorialiste, et Joseph Gada du journal Économie et Développement. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes bien sûr à la gare routière de l'information avec mes confrères. Pour l'instant, dans notre studio, c'est Ambroise Pondo. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Eric, bonjour nos amis techniciens qui sont en studio, bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Taxi qui nous suivent depuis l'intérieur du pays et ceux qui sont de la diaspora. Merci de nous rejoindre et on sera rejoint tout à l'heure par Jacques Diakouti dans un instant, un autre, et puis par Joseph Gada. On va d'abord commencer par ce sujet qui préoccupe aussi nos concitoyens. Vous savez, la semaine dernière, il a plu et il a plu beaucoup lundi et mercredi, et plusieurs quartiers, comme à chaque fois, quand ça démarre comme ça, pour des saisons de pluie, ça va encore durer quelques temps, hein, selon la météo togolaise. C'est les mêmes scènes un peu partout, et on en a toujours parlé sur la radio, mais il y a une question aujourd'hui. Est-ce que ce sera possible, Ambroise, un matin ou un jour, de voir le problème se régler au Togo, finalement? La question des saisons pluvieuses au Togo est une question épineuse et à plusieurs paramètres, parce que la question est d'abord liée aux effets des changements climatiques, au dérèglement climatique, et le Togo n'est pas le seul pays à la vivre ou à le vivre. Tous les pays du monde sont concernés, surtout ceux qui sont sur le littoral de la côte occidentale africaine. Ensuite, il y a la question de la gestion qui doit venir de l'autorité compétente ou des autorités du pays. Les autorités du pays, s'ils n'en font rien, s'ils n'ont pas l'ingénierie, la véritable ingénierie pour pouvoir maîtriser, canaliser les eaux vers un histoire propice, et les populations vont en souffrir.
Et c'est tout le pays qui serait vu comme un gros village tombé dans la. Maintenant, le troisième paramètre, celui lié au comportement même des citoyens que nous sommes. Les gens se livrent à acheter du terrain dans les bas-fonds, dans les zones inondables, et qu'au moment des pluies, ils ne s'en sortent pas, ils en souffrent. C'est le cas ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Lomé. Ça s'est déjà passé en 2005. Ça s'est passé en 2008 avec la chute du pont d'Amapapé et de toutes les conséquences qui s'en ont suivies ici dans la ville de Lomé, jusqu'à ce que certains concitoyens se soient réfugiés dans les écoles, publiques ou privées. Et là, ce qui a en plus accentué le problème au niveau des citoyens, c'est la recherche des solutions émanant des autorités. Et cette recherche de solutions, l'une de ces solutions était les bassins de rétention ou les bassins d'orage. Ces bassins construits sont plus un problème qu'un début de solution. Si je prends le cas des deux bassins qui sont ici à Ségbé, les deux bassins parallèles qui sont opposés l'un l'autre, le dégât que cela a créé la dernière fois lors de la dernière pluie, je ne vous dis pas. L'année dernière, on a eu à vivre la même situation à la douane d'Aïdo Gormé, où la route a été bloquée par les eaux. Le bassin étant débordé, il ne peut plus y avoir de flux d'usagers. Donc les gens sont obligés de passer par des passerelles pour pouvoir rejoindre la grande ville ou l'ancienne ville de Lomé. Et donc aujourd'hui, à ces trois niveaux, il faut des solutions. D'abord, au premier niveau, la solution, elle n'est pas forcément endogène, elle est exogène, elle est une solution multidimensionnelle et interétatique. Ça, c'est au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO. On peut penser des grandes solutions pour pouvoir orienter les eaux vers la mer. C'est la seule exutoire propice. Vers les lagunes, ça peut aussi déborder. Ça s'est passé la dernière fois, lors de la dernière pluie. Maintenant, au niveau des autorités, il va falloir... Il y a des Togolais qui sont de bons ingénieurs. Il peut y avoir une association d'ingénieurs, que ce soit chinois, et hollandais ou togolais, pour pouvoir trouver des solutions. On en a discuté longuement l'année dernière. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'année dernière. Vous avez vu les marchés, vous avez vu les torrents d'eau dans certains quartiers de Lomé. Au-delà de Ranaoué. Oui, les Ranaoué, on a vu à Tikodi, la boue et tout ça. Je pense que même hier, on a encore quelques images de ces lieux-là. Oui, c'est malheureusement triste. Et donc, pour ce troisième niveau, qu'est le comportement même du citoyen, je crois que les gens doivent éviter. D'ailleurs, les terres sont en train de finir. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre vierge à Ségbé ici ou à Kato, tout ça. Les gens sont obligés de ne plus acheter des terrains dans les zones inondables. Parce que je connais deux parents, deux messieurs, qui sont à côté du bassin de rétention. La partie sud de Ségbé ici. Mais le monsieur m'a appelé. Il m'a dit de venir voir là où se trouve sa maison. La maison se retrouve dans l'eau. Parce que la maison ne souffrait pas. C'est vrai qu'il y a une zone inondable. Il y a un bas-fond à 200 mètres, à 200-300 mètres de la route principale. Il y a aussi des palmiers à huile dans ce bas-fond-là, où les gens n'ont pas forcément construit, mais les gens ont acheté quand même. Mais lors de la pluie de l'année dernière et la construction des bassins, on a comme l'impression qu'ils ont orienté les eaux vers la partie sud, où se trouve la zone inondable, et les maisons qui sont aux alentours en paient le prix. Le monsieur a dû déménager. Il est venu. Il se retrouve actuellement à 200 mètres de moi ici, avec tous ses enfants, sa famille. Je connais bien là où il travaille. On se connaît très bien. Il est venu chez moi ici à la maison. Chez moi à la maison. Et
Il a dû déménager, il a loué quelque part ici. Il a loué 2 chambres salon ici. Il y a un autre monsieur aussi qui est venu me voir, il est dans la même zone. Quand vous allez à Vatame, les gens, il y a un bas-fond dans la zone là-bas. Les gens sont obligés de quitter. J'ai une cousine dont les parents construisent là, sont obligés de quitter la maison du papa. Heureusement qu'aujourd'hui, la maman aussi est en train de finir quelque chose. Ils ont dû louer à 300 mètres de là-bas, de leur ancienne maison à Vatame. Les mêmes problèmes se retrouvent à Baguida, à Dakwame, à Gouanivé. C'est vrai que dans la nouvelle ville de Lomé, il y a des vallées, il y a des élévations. Ceux qui se retrouvent dans les élévations n'ont pas de problème. Maintenant, ceux qui se retrouvent dans les vallées, toutes les autres se concentrent se dirigent vers là. Et c'est ça qui en pâtissent. Il y a aussi un autre phénomène venant des citoyens. C'est que pour pouvoir éviter que les eaux m'envahissent chez moi à la maison, je suis obligé de construire des digues pour renvoyer l'eau, alors qu'en renvoyant l'eau, l'eau va se réfugier chez l'autre qui est en face, ou l'autre qui est un voisin à gauche ou à droite. Ça, c'est le comportement à éviter. Donc, il faut le dire. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas de matière. On a encore l'impression que le gouvernement a démissionné. Quand ça se passe, on envoie des vivres à des gens, on essaie de faire quoi. Mais la solution réelle, la solution technique réelle qu'il faut trouver pour pouvoir endiguer le phénomène, pour pouvoir lutter contre le phénomène et rassurer les ménages, les propriétaires de maisons qui ont construit, on n'en trouve pas. Oui. Il y a plusieurs localités qui, jadis, ne sont quand même pas touchées par des problèmes de ce genre, l'inondation. Et maintenant, malheureusement, ces populations sont touchées par le phénomène. Alors, la question que je posais initialement, est-ce qu'un jour, il sera possible de régler ce problème d'inondation ambroise? S'il y a la volonté politique, si on retrouve les vraies caractéristiques de la bonne gouvernance, parce qu'il s'agit de ça. Quand on n'a pas les vraies manies de la bonne gouvernance, on débloque des fonds, on fait des levées de fonds, on fait des prêts pour pouvoir construire une route, et qu'il n'y a pas un ministre, et qu'il n'y a pas un directeur des travaux, ou qu'il n'y a pas des corrompus tout autour de ce fonds-là, qui préféreraient que le tiers ou les 2 tiers de l'argent rentre dans sa poche, dans sa caisse personnelle, que de servir l'utilité publique, le service public. Là, je crois que c'est là qu'il faut frapper. Il y a des gens ils sont pleins de... On a plein de voleurs. Ce qui a détourné les 26 milliards de la roue Lomé en francs. Est-ce que tu as une fois appris qu'on l'a pris, comme ça se passe ailleurs, au Sénégal, en RDC, actuellement et partout? Il est toujours là, il est libre. Maintenant, c'est celui qui se lève pour manifester contre cette mauvaise gouvernance, contre la corruption, les détournements visibles des fonds, c'est celui-là qu'on comprend, qui manifeste, c'est lui qu'on envoie en prison. Tous ces messieurs-là iront en prison un jour. Tous ces, y compris le procureur, tous ces messieurs-là iront un jour en prison. Parce qu'ils se sont trompés de combat. Ils se trompent de combat. Celui qui a volé les 600 millions de la CAN, celui qui a fait détourner cet argent-là, il est où? Il est libre comme le vent. C'est toi et moi qui critiquons cette manière de fonctionner, de cette manière de mauvaise gouvernance. C'est à nous on s'attaque. C'est aux jeunes docteurs là qui veut manifester parce qu'il n'y a pas de plateau technique à l'hôpital. C'est lui qu'on prend pour envoyer dans les lieux de privation de liberté. Comment on peut comprendre ce genre d'agissement? Maintenant, on leur dit de partir, de quitter le pouvoir, de laisser les autres venir gouverner. Ils ne veulent pas. Les problèmes sont transversaux, sont vraiment transversaux. Il y a une question qui touche un domaine dans ce pays qui n'est pas lié à la politique, donc nous ne sommes pas au Togo. Tout est lié à la politique. C'est une question de mauvaise gouvernance. C'est une question de vision. C'est une question de volonté politique de lutter contre tous ces fléaux-là qui minent notre République et qui nous envoient directement dans l'abîme. Et chaque fois, on fait des levées de fonds à l'UEMOA. On fait des prêts
chez des partenaires bilatéraux. On fait des prêts chez des partenaires multilatéraux. On fait ici et ça, alors qu'on est à 1200 milliards de taxes perçues chaque année. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les responsables de l'ETR qui le disent. Comment on peut rester discret? On peut se réjouir et applaudir ceux qui nous gouvernent. S'ils ont le minimum de respect au peuple et aux journalistes que nous sommes, qui leur donnons des codes, qui leur envoient des messages, des leviers, des outils pour pouvoir continuer à travailler dans la transparence, dans la bonne gouvernance, ils le feront. Ils sont prêts à passer par la RAC pour menacer les animateurs, pour interdire tel ou tel, pour crier sur la contradiction, alors que la contradiction dont vous parlez même, c'est du mensonge. Les gens viennent pour mentir. Ce n'est pas de la contradiction. Il faut qu'il y ait de l'objectivité dans la contradiction, dans la liberté d'expression. Très bien. Écoutez, on va revenir sur justement cette question. J'aurais aimé avoir les autres confrères qui tardent à venir pour qu'on puisse évoquer le sujet des inondations. C'est pas grave. Mais on va parler du sujet principal de ce matin. Tout le monde sait que depuis quelques jours, c'est un peu tendu à Lomé et dans certaines localités de l'intérieur du pays par rapport à la situation socio-économique principalement que vivent nos concitoyens. Alors, il y a quand même, on va dire, je pense que Joseph Gada nous a rejoint. Bonjour Joe. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs de TACI FM. Bonjour également chers confrères. Et toutes nos excuses pour le retard à cause d'une coupure vraiment imprévisible. Ah oui, si. Les coupures s'enchaînent à tous les niveaux finalement. On aura forcément l'occasion de revenir sur le sujet. Alors, le sujet principal, ce sont quand même cette forme d'exaspération qu'expriment certains Togolais sur les réseaux, surtout depuis quelques jours. Cela a entraîné d'abord, et c'est ça même qui a provoqué l'hydre de certains de nos concitoyens, l'arrestation du rappeur Amron. On en a parlé la semaine dernière ici, pas forcément avec vous puisque mardi on n'était pas à l'antenne. Et puis on a vu le 6 juin qui était donc le rendez-vous. Et puis on a vu ce qui s'est passé le vendredi, le samedi, mais déjà le jeudi à minuit jusqu'au samedi matin. Et tout ce qui s'en est suivi. Alors la question fondamentale, la première qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux sont devenus des remparts pour régler les problèmes sociaux, économiques et politiques maintenant? Je vous donne d'abord la parole, Joseph Gada. Oui, je pense que c'est vrai que nous sommes dans un monde de la technologie et que aujourd'hui tout porte à croire que la technologie est en train de supplanter même les lois, en tout cas tout ce qui est loi traditionnelle, et qu'aujourd'hui on ne peut pas les réseaux sociaux surpasser même certaines interdictions et appeler la population, c'est pas que ce soit manifester ou bien à informer la population. Et vous savez que dans plusieurs pays, dans d'autres pays, quand on parle du printemps arabe, on sait combien de fois les réseaux sociaux ont été utilisés pour pouvoir déstabiliser des régimes politiques. Donc cette fois-ci, c'est vrai que si ce que nous avons eu à voir la semaine passée, personne ne s'attendait, personne ne voulait vendre si cher la peau du lion par rapport à cette ambiance électrique que nous avons eu à voir dans les rues de Lomé. Et c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, est-ce que désormais les réseaux sociaux deviendront le canal par excellence pour pouvoir appeler la population à manifester? Et je crois bien, parce que quand j'ai eu à suivre quelques lives le week-end, j'ai cru comprendre que désormais ce serait la voie royale de communication pour appeler les gens à manifester pacifiquement pour réclamer certains de leurs droits. Donc maintenant, il revient au gouverneur de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il sait qu'il y a les lois. Entre-temps, on a fait sortir les lois, pour ne pas dire, on a réchauffé les lois sur l'Internet par rapport au code pénal qui donne des restrictions
ou bien qui donnent des interdiction contre l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que ça va devenir maintenant la voie royale? Parce qu'aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, c'est vrai que, bon, nous avons notre législation qui régule quand même l'utilisation des réseaux sociaux, mais si ça continue comme ça, est-ce que ce que moi je crains, c'est que finalement, on ne va pas participer à une restriction même des réseaux sociaux, comme on l'a vu dans certains pays où WhatsApp, les TikTok et Facebook à un certain moment. Que le gouvernement pourrait être amené aujourd'hui à couper les réseaux sociaux au Togo, c'est ça? Voilà, parce que finalement, je pense que si le gouvernement sait que, bon, aujourd'hui, on peut le contrôler. Enfin, ce n'est pas seulement le gouvernement, comme je l'avais dit, dans d'autres pays, ça s'est passé aussi dans d'autres pays. Lorsque les gouvernements savent que, bon, on est en train de les contourner à travers la technologie, donc ils sont obligés de restreindre quand même du moins des canaux. Et c'est ce que je crains dans les jours à venir parce que, ma foi, je pense que j'apprends l'information ce matin qu'il y aura encore une nouvelle manifestation lancée le 26 juin prochain. Donc, je pense qu'il revient au gouvernement de voir ce que la population demande. Tout à l'heure, je pense qu'Ambroise vient de le dire. Lorsque vous avez un bébé qui se lève tard dans la nuit, qui commence par pleurer, ce n'est pas fameux. Donc, il vaut mieux réfléchir, voir pourquoi est-ce que le bébé commence par pleurer la nuit, tard dans la nuit. Donc, je pense qu'il revient au gouvernement de réfléchir. Pourquoi est-ce que la population se soulève? Pourquoi les jeunes sont aigris? Est-ce qu'il n'y a pas une part de leur responsabilité dans tout ce qui se passe? Même si dans le monde entier, la situation est difficile partout, et il revient à chacun de faire sa part pour que la population soit à l'aise. En tout cas, je pense que dans un pays où le gouvernement cherche à ce que beaucoup d'investisseurs arrivent et que ce gouvernement est pris en étau sur les réseaux sociaux dans le monde entier, je pense que, ma foi, que ce n'est pas une bonne nouvelle quand même. Alors, nous avons suivi, eu le communiqué du gouvernement par rapport à la situation sur le terrain. On a vu derrière, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, le communiqué sorti, je crois le jeudi, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, disant même, si je peux quand même lire un passage, où le président de la HAC tient à rappeler à nous, les directeurs des publications écrites et en ligne, ainsi qu'aux directeurs des médias audiovisuels sur l'ensemble du territoire national, que ces actes et comportements sont répréhensibles et qu'ils exposent leurs auteurs à rigueur de la loi de quel acte parle le président de la HAC. Il fait allusion au fait qu'il a noté avec regret, ce sont ses propres mots, que des propos haineux, tribalistes et déshonorants susceptibles de mettre en péril le vivre ensemble savamment orchestré par des internautes sont repris par certains médias de la place. Et c'est parce que déjà Ambroise en parle avant de continuer le débat sur le sujet réel. Ambroise? Donc, d'abord, je tiens à préciser que le mandat de la HAC est fini et ils n'ont qu'à partir et que d'autres personnes viennent. Je n'ai rien contre personne là-bas. C'est pas vous qui traitez ça. D'accord là-dessus. Non, je suis légaliste, je suis journaliste. Quand on parle de Faure Gnassingbé, qui est là, on parle d'un ministre qui sont démissionnaires pendant un mois, on doit parler aussi de la HAC. Nous, légalistes, ils sont légalistes, ils doivent comprendre ça. Moi, je n'ai rien contre les membres de la HAC, encore moins contre le président. Mais moi, je veux être juste légaliste. Il y en a qui attendent, ça fait 1 an et demi. L'Assemblée, ils attendent. Ils n'arrivent même plus à dormir. Je sais ce qu'ils mangent actuellement. Donc, ce qu'ils ont mangé pendant 5 ans, 6, 7 ans, 8 ans, bon, c'est bon. Bon, revenons maintenant au sujet. Et je crois que le communiqué là, c'est un communiqué de la peur. C'est un faux problème, ce qu'il est en train de dire. Parce que dans le ciel de Ségbé, il n'est pas évident que forcément le feu soit à Ségbé. Le feu peut venir depuis Zangueda ou fumer à Nicolakouin. Sûrement que le feu vient de Rankopé ou d'Ablogami. Ça s'est passé au port. Cette métaphore, je le dis tout simplement pour dire que la peur du pouvoir, les décisions renversées,
est arrivé à un niveau où tout le monde est rentré dans la danse. La HAC, le procureur. Depuis quand on a arrêté des gens et on a libéré 76 dans ce pays. Tu n'as jamais vu, hein? Donc, c'est un message qui est codé. Mais on va aborder ce point précisément, rassurez-vous. Oui, c'est pour... Si la HAC sort un communiqué, c'est pour nous intimider. C'est pour intimider les hommes de médias. C'est pour intimider les radios, les télés, les presse écrites. Vous n'allez pas écrire quelque chose. Mais moi, je m'en tiens au fait. J'ai constaté qu'il y a des gens qui sont sortis dans le 6 juin, là, dans tous les quartiers. Je m'en tiens au fait. Et j'écris dans mon journal. Mes commentaires, mes analyses, c'est dans le journal. Mon point de vue, en tant que journaliste, je peux le dire. Maintenant, le communiqué là, il écrit pour faire quoi? Ils n'ont qu'à s'attaquer à ceux-là qui sont sortis pour manifester. Le communiqué là, moi, on respecte les règles, mais que la règle ne tombe pas du ciel. Parce qu'on a eu une règle, parce qu'il y a un effet, il y a eu un problème qui s'est passé. Les gens sont en train de lutter contre la mauvaise gouvernance, contre l'augmentation du prix du kilowattheure, contre l'arrestation de Amron, contre la gestion même du pays. Maintenant, ils envoient ce communiqué pour intimider qui? Non, pas nous. Nous, on est déjà un cabri mort. Moi, je suis un cabri mort. Et donc, ils sont dans... On voulait comprendre, quand on appelle M. Telou, il faut arrêter ça, tout ça là. Qu'est-ce que tu veux que Telou fasse? Telou va écrire un communiqué avec ses collègues, publié. Ça s'est passé contre nous. Mais, mon frère, je dis, ça s'est passé contre nous. Tu penses que c'est les membres de la HAC eux-mêmes qui sont levés pour nous suspendre, par exemple? À moins qu'il y ait des zélés. Mais là, le fonctionnement indépendance, comme la Cour constitutionnelle, les institutions Togo sont vraiment caporalisées. C'est des institutions qui sont noyautées. Oui. Je crois que Jacques Diakouti aussi nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Toutes mes excuses pour le retard. C'est pas grave. Mes confrères Joseph et Ambroise. Et te salue également Eric. Merci pour... Merci de nous avoir rejoints. Alors, ce communiqué de la HAC, bon voilà, dans différentes rédactions, beaucoup s'interrogent là-dessus. Est-ce que vous pensez, comme Ambroise, que c'est le but poursuivi, c'est de nous intimider, nous, la presse, ou juste les rappels des règles qu'on connaît en réalité? Oui, vous savez, Eric, souvent on dit que la répétition n'est pas une mauvaise chose. Je crois qu'avec le communiqué de la HAC, certainement que c'est de nous rappeler encore ce que nous connaissons. Et il ne faudrait pas qu'on prenne ça d'une façon comme c'est pour nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire. La preuve, le journal de Joseph Gadapare et également Ambroise, et nous sommes actuellement sur Taxi FM en train de faire les émissions. Je ne pense pas que le but de la HAC doit nous empêcher de faire librement, exercer librement nos activités en tant que journaliste. Je crois que c'est tout juste un rappel par rapport aux dispositions qui sont en vigueur, par rapport aux lois, par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Oui, en même temps, si la HAC sort comme ça peut aussi donner le sentiment comme si, messieurs, faites attention, faites gaffe, sinon on vous tape dessus. Non, Eric, c'est plus musclé, c'est plus musclé. C'est une intimidation, c'est une menace. C'est plus musclé. Attendez, on connaît la loi. Ouais, Eric, le problème c'est quoi? Vous ne pouvez pas être dans un pays par rapport à la circulation, que vous ne pas connaître le code de la route et prendre une voiture. C'est un peu difficile. Si vous ne maîtrisez pas le code de la route, quand le rouge va s'allumer, un peu que vous démarrez, vous risquez d'avoir des soucis. Donc je crois que par rapport à cette loi, je ne pense pas que la loi là va intimider Ambroise, Joseph par rapport au travail, toi Eric, le travail que nous sommes en train de faire. C'est le rôle de la HAC, c'est toujours de rappeler les dispositions, les règles qui régissent par exemple notre métier. Donc je ne vois pas en quoi ce communiqué-là va déranger par rapport à ce que là... Ils sont dans leur rôle de nous rappeler ce que nous devons faire et ce qui est de notre responsabilité et ce qui est également de leur responsabilité. Donc je crois qu'il faudrait prendre ça du bon côté. Ne prenons pas ça d'une façon négative par rapport à leur sortie, mais le plus important pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que journalistes que nous sommes, c'est à nous
de tout faire pour ramener effectivement la cohésion dans nos écrits, ramener toujours l'apaisement par rapport aux paroles que nous prenons sur les médias, parce que nous savons que le pays traverse des moments un peu difficiles, délicates par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre. Donc nous sommes appelés en tant qu'acteurs journalistes que nous sommes, de toujours ramener la cohésion, ramener la paix par rapport aux écrits, par rapport à la prise des paroles au niveau des médias. Donc je ne crois pas que ce soit une restriction pour nous, parce que jusque-là, je n'ai pas vu à la HAC sortir un communiqué pour fermer une radio, une presse par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, justement, pour aller dans le fond du débat, je le disais depuis quelques semaines, et ça, ce n'est un secret pour personne, sur les réseaux sociaux, de nombreux appels sont lancés, d'abord par rapport à la libération du rappeur Amron qui a été arrêté depuis 2 semaines environ, 2 semaines pour être précis, et puis, on dit libérer le Togo et les réseaux sociaux sont à fond, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, on voit de jeunes gens, on voit des femmes, des enfants presque, parce que j'ai écouté certains enfants, 12, 13 ans qui parlent. Et est-ce que les réseaux sociaux sont en train de prendre les pas, j'allais dire, sur l'opposition traditionnelle, ce qui en réalité doit faire le débat? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement, Joseph Gada? Non, je pense que le Togo vient de très loin en matière politique, de contestation politique. Je pense que le Togo vient de très loin. Vous savez, quand on parle de manifestation au Togo, le rôle joué par la diaspora auprès de la classe politique, vous savez très bien. Et aujourd'hui, après 30 ans d'années, le résultat est là. Le résultat est là. Donc aujourd'hui, la question de savoir est-ce que l'opposition en son sein inspire encore confiance pour les Togolais, inspire encore confiance pour la diaspora, pour pouvoir passer par cette opposition pour obtenir, ce que de droit, ou bien, c'est pas, obtenir l'alternance pacifique au Togo. Est-ce que notre opposition inspire encore cette confiance? Je pense qu'aujourd'hui, à voir tout ce qui se passe, on peut dire non. La réponse peut être quand même catégorique pour dire non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette opposition, d'abord, qui n'arrive pas à se mettre ensemble, cette opposition qui est séparée, et cette opposition dont qui joue le rôle d'accompagnement et d'accompagnonnage. Donc, finalement, on se retrouve plus, la population même ne se retrouve plus dans cette opposition. Je pense que l'idéal aujourd'hui, parce que vous avez constaté que ceux qui ont lancé ce mouvement, ce n'est pas au pays. La plupart se retrouvent au niveau de la diaspora. Exact. Et oui, voilà. Donc, n'oubliez pas, comme je l'avais dit, le poids de la diaspora dans la vie politique au Togo et l'opposition, la classe politique. On sait très bien combien de fois la diaspora contribue financièrement à organiser des coalitions, à organiser des manifestations au Togo, à financer l'opposition, tout ça là. Donc, même sur le plan économique, je crois l'argent que la diaspora envoie au pays dépasse largement les aides que les partenaires internationaux donnent au Togo. Puis au niveau de l'opposition, moi je voulais quand même m'appesantir quand même au niveau de l'opposition. Oui, bien sûr, tout d'accord, c'est juste un rappel. Oui, c'est de l'argent, c'est énorme, c'est de l'argent immense, colossal que la diaspora envoie pour organiser les manifestations. On en sait quelque chose. Donc aujourd'hui, si la diaspora a dit non, on dit niet quand même à l'opposition pour se retourner vers les réseaux sociaux où il y a plus de liberté de parole, où les gens, on peut quand même sur le lit, on peut quand même essayer de communiquer avec les gens. Je pense qu'aujourd'hui, la diaspora, je pense que c'est la meilleure méthode pour pouvoir mobiliser ou remobiliser la population, puisque depuis un certain moment, on constate que la population même est dormante, l'opposition même est dormante, on ne se retrouve même pas. Alors, je pense que ça, là, ce n'est qu'un petit message aussi lancé à l'opposition pour dire attention, vous risquez de disparaître, parce que moi, c'est ce que j'ai constaté. L'opposition risque, ou bien certaines partis politiques risquent de disparaître avec ce qui est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui? Pour certains, l'opposition qui en réalité devrait être un partenaire
du pouvoir en place a été fragilisé. Et donc, du coup, le pouvoir, entre guillemets, se retrouve dans la rue. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que... Bon, moi, je peux dire tout simplement que le pouvoir ou bien la force de l'opposition maintenant se retrouve dans la rue comme ça. Maintenant, il revient maintenant aux réseaux sociaux d'aller chercher ce pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Et parce que depuis la nuit du 5 au 6, ce qu'on ne peut jamais imaginer. Justement, je ne pense pas qu'aujourd'hui même, une certaine classe de l'opposition peut même appeler la population à sortir la nuit, nuitamment, et ne s'est pas manifester jusqu'à X heure dans la nuit et reprendre le lendemain. Je ne pense pas. Donc, si effectivement aujourd'hui, de l'extérieur, les gens ont pu essayer d'appeler les gens à se soulever et les gens ont respecté quand même ce mot d'ordre, cela suppose qu'aujourd'hui, il faut que la classe de l'opposition puisse quand même réfléchir pour voir est-ce que dans les jours à venir, qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour renouer avec la population. Donc, je crains fort pour que aujourd'hui, les manifestations ou bien les revendications politiques ne se déplacent aujourd'hui sur le plan formel. Entre parenthèses, je mets ça au niveau des politiques et au niveau maintenant des réseaux sociaux, tel que vous êtes en train de le dire. Et je pense que si c'est effectif, vous allez constater que l'opposition risque quand même de disparaître. Malheureusement, vous avez constaté que certains acteurs de l'opposition même ont eu à discriminer quand même, ou bien à apporter des préjudices même sur la manifestation. On a eu, parce que je ne vais même pas citer, mais je pense qu'il y a eu, que ce soit Mohamed Tchassona et autres là, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux en condamnant même les manifestations du 5 et du 6. Donc vous voyez déjà que l'opposition même rentre en contradiction par rapport à ce que désire cette population. Vous l'avez dit, quelqu'un l'avait dit aujourd'hui, que ce qui aujourd'hui constitue une opposition pour le pouvoir, c'est la faim, c'est la corruption, c'est l'injustice sociale, c'est la cherté de la vie, et c'est le détournement et autres là. Alors, est-ce que l'opposition se retrouve effectivement dans ce dont la population clame si haut? Si elle se retrouve, d'accord, elle peut rejoindre. Bon, c'est à elle de voir s'il faut rejoindre la ou pas. Mais si elle ne se retrouve pas, je pense que dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, malheureusement, surtout que nous avons les élections, certaines élections municipales à venir, est-ce que cette opposition peut convaincre la population à voter pour elle? Voilà, oui, parce que justement, la population, enfin, une partie, pour ne pas frustrer les gens, est dans la rue. Aujourd'hui, on l'a vu. On voit que ça bouillonne d'une certaine façon. Rien qu'en entendre les Togolais sur les réseaux sociaux, à différentes couches, on se rend compte que, eh bien, de l'intérieur, il y a des frustrations sur le plan social, économique. Vous avez parlé, Joseph, tout à l'heure, de la corruption, de la gabegie. Alors, à moi, vous allez ouvrir votre micro, mais cette situation, je repose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Joseph Gadin, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là pour que la voix de l'opposition soit inaudible et que c'est finalement les réseaux sociaux qui ont pris le relais? Oui, ça c'est une très bonne question parce que les oppositions ou l'opposition elle-même doit être l'entité à se poser la même question, de savoir qu'est-ce qui a pu arriver et que ce soit les réseaux sociaux de l'intérieur que de l'extérieur soient à l'origine d'une manifestation. À tout d'abord à l'égard du pouvoir, si c'est que le pouvoir a pris tous les espaces. Le pouvoir n'a laissé aucun espace à ceux qui sont en face d'eux de discuter sur l'avenir du pays, comme ça se fait souvent en France ou dans les pays où la démocratie est en marche. Alors, du côté de l'opposition, c'est leur faillite. Faillite dans la gestion de la cause du peuple face au pouvoir pour obtenir l'alternance et le changement. C'est ça qui en manque aujourd'hui. Il y en a certains leaders qui font les efforts, qui font d'efforts, mais ne peuvent pas, n'ayant pas les outils nécessaires,
pour faire face à un pouvoir vieillissant de 60 ans qui a des armes, qui protège les dirigeants et qui a de l'argent, et souvent de l'argent volé par certains qui sont là parce que Faure Gnassingbé l'a dit que c'est une minorité au sein de son clan qui pille le pays. Et donc, quand les gens, avec l'argent, la corruption et les armes, c'est compliqué pour une opposition de s'affranchir et de se révéler. Mais il y a des stratégies. Les maîtres Agboibo avaient aussi des stratégies, mais cette opposition étant divisée en interne, à cause des égos de certains, d'autres se disent que c'est moi qui dois être le leader, alors que le peuple togolais s'en fout. C'est là où vient cette manifestation spontanée, hein, programmée par les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire que les gens sont là en disant que si ce n'est pas nous, c'est personne. Il y a d'autres qui s'attaquent à leurs collègues, il y a d'autres encore qui se font des clans, mais le peuple est fatigué de tout ça. Et j'ai l'impression que certains leaders n'écoutent pas. Ils sont dans leur tour, ils veulent qu'on leur dise ça. Est-ce que la situation vivant aujourd'hui, est-ce que c'est de ça que parlaient les évêques, Ambroise Kondo? Est-ce que c'est de ça que parlaient les évêques? Est-ce que redoutaient les évêques récemment dans leur message? Les évêques ont été on ne peut plus clairs, qui nous est très transcendante de tout ce que l'on a vu par le passé. Le message des évêques, c'est un appel à un sursaut national à se libérer soi-même et à libérer le Togo. Il ne peut pas aller au-delà de ça, je l'ai dit la dernière fois. Mais ce que les évêques ont sorti, c'est du tranchant. C'est pourquoi j'accuse les autres églises presbytériennes, Assemblées de Dieu, pentecôtistes, baptistes, et les églises protocolaires là, qui sont dans la ville là, qui ne font que rançonner les pauvres populations là. La Bible dit, protéger la veuve et l'orphelin. Ils pensent que c'est par alchimie que l'on va protéger la veuve et l'orphelin. Jésus-Christ est allé dans la synagogue de son père pour chasser les vendeurs. Si Jésus-Christ était humble, avait voulu respecter l'autorité, comme on le recherche tout le temps, que la Bible dit respecter l'autorité. Et eux là, l'autorité s'accroche à ça. Je dis non, moi je suis chrétien. Si Paul de Sartre avait voulu respecter l'autorité sous laquelle il était en tant que militaire, Saül, devenu Paul de Sartre, qui a rencontré le Seigneur en cours, mais Paul a brisé toutes les chaînes. Il s'est soumis à l'autorité divine, contrairement à l'autorité humaine. C'est ce que nous avons ici. Il y a encore Moïse, qui a fait sortir les Israéliens de l'Égypte, qui a vécu dans la maison de Pharaon, qui est né là-bas, mais qui s'est rebellé un matin parce que c'est l'autorité divine qui recommande. Qu'est-ce que nos pasteurs sont en train de faire? J'ai envoyé des fleurs aux évêques parce que c'est des gens qu'il faut encourager. Il appartient aux pasteurs aussi de prendre ce pas-là parce que les fidèles sont un grenier électoral pour toute la classe politique. Et donc aujourd'hui, la spontanéité, le contrôle d'une manifestation par les réseaux sociaux est un gain à prendre en compte et à saisir parce qu'il n'y a personne qui coordonne, que l'autorité peut appeler et corrompre. Il n'y a personne qui gère ça pour continuer à discuter. Négocier, voilà. Discuter. Justement, ce que le pouvoir pense, il a eu une chance de créer des conditions de dialogue franc et sincère avec l'opposition. Avec l'opposition aussi lucide, clairvoyante, qui sort des sentiers battus, qui sortent d'une certaine hypocrisie pour discuter franc à franc avec le pouvoir et créer des conditions d'atténuation pour le Togo. Sinon, attendez, sinon, quand ça commence comme ça là, avec mes enfants sur les réseaux sociaux, tout ça là, c'est les réseaux sociaux qui vont renverser ce régime. Je ne le dis pas, parce que personne n'a pris les armes, personne n'a pris les haches, personne n'a pris coupe-coupe. Rien que les réseaux sociaux et les TikTok, ça a créé un tsunami. La peur a changé de camp. Ils ont intérêt à discuter avec ceux qui
ceux qui sont derrière, c'est l'opposition et la société civile, pour en discuter, pour sortir de cette enquête. Sinon, la prochaine fois là. Alors, on a suivi, hein, je crois, le communiqué, hein, de certains partis politiques hier. Hein, la DMP, le PSR, les démocrates, LDP et MMLK, qui se félicitent à peu près quand même, hein, de la prise de conscience, je lis leur message, la prise de conscience de la jeunesse togolaise, tout en naturellement déplorant le fait que le gouvernement n'écoute pas les partis politiques et qui tirait depuis longtemps sur la sonnette d'alarme afin d'éviter le pire à notre pays. Et donc, il félicite dans son ensemble, particulièrement la jeunesse, pour sa prise de conscience salutaire exprimée pacifiquement avec force et dignité le 6 juin dernier, saluer l'engagement des activistes en exil qui ont su faire preuve d'unité pour porter et amplifier ce mouvement initié par Amron, cet artiste courageux qui s'est sacrifié pour la cause togolaise, saluer l'implication des groupes sociopolitiques. Enfin, les signataires exhortent le régime en place à mesurer, c'est ce qu'ils disent, la gravité de la situation et à en tirer toutes les conséquences dans l'intérêt du peuple togolais et de la stabilité nationale. Les partenaires du Togo a œuvré pour l'arrêt de l'utilisation de la violence d'État afin d'épargner le peuple togolais la répétition des tragédies et des événements de 2005. Les forces vives du pays, les forces de défense et de sécurité, les femmes des marchés, les hommes et les femmes du monde rural, les citoyens de l'intérieur, de la diaspora, à soutenir notre jeunesse en détresse, mais debout. Mais Jacques Diakouti, on comprend clairement aujourd'hui que le débat politique est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un danger ou une opportunité clairement pour maintenir la pression politique sur Faure Gnassingbé? Vous savez, Eric, ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez un peu la gamme ou bien la taille de ceux qui sont sortis la dernière fois pour manifester, oui. on ne parle plus de badauds, hein, parce que on a vu... Ah non, c'est pas totalement des badauds. Mais on a vu des médecins qu'on a arrêtés, on a dit les sages-femmes également oui. qu'on a arrêtés. Donc c'est pour vous dire des pharmaciens. Des pharmaciens, justement. Donc vous voyez que il y a quand même, on ne peut plus parler de bandits de rue. Donc c'est pour vous dire que la marche est en train de prendre une autre tournure. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les intellectuels qui sont devant ces manifestations. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui, Eric. Vous savez, il n'est pas toujours trop tard pour mieux faire. On peut toujours mieux faire. Et ce qui est intéressant, vous avez vu que quand les médecins, ce pharmacien, cette sage-femme, quand ils ont été arrêtés, vous avez vu la mobilisation qui avait déjà commencé autour de cette arrestation. Et nous avons vu hier la promptitude à laquelle le procureur a réagi et parlé de la libération de 56 personnes. Donc, quelque part, il faudrait aujourd'hui que la perche qui est tendue, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit également au niveau de la société civile, il faudrait aujourd'hui qu'on trouve une passerelle pour pouvoir se parler, pour pouvoir dialoguer, Eric. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas un meneur comme ça, Eric. C'est vrai qu'on parle d'Amron. Amron a commencé, mais il n'y a pas seulement qu'Amron. Il y en a beaucoup également qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faudrait aujourd'hui que la classe politique de l'opposition, c'est pourquoi on disait entre-temps que ce n'est pas toujours bien qu'on puisse affaiblir une opposition dans un pays. Parce que quand une opposition est affaiblie, attendez-vous à ce qu'on puisse effectivement voir une autre génération. Vous savez, aujourd'hui, la génération que nous avons, ce n'est plus la génération des années 90. Ce n'est plus cette génération. Aujourd'hui, c'est une génération qui est plus sur les réseaux sociaux, qui est plus sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Et vous voyez la tournure que les choses prennent aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas trop tard, Eric, pour mieux canaliser les choses, mieux discuter avec la classe politique de l'opposition. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire aujourd'hui? Écoutez le président Faure Gnassingbé qui n'a plus parlé à son peuple depuis 2 ans. 2 ans que Faure Gnassingbé n'a plus parlé à ce peuple. Est-ce qu'il doit prendre la parole aujourd'hui? Il n'est pas, comme je l'ai dit, il n'est pas du tout trop tard pour mieux faire. Aujourd'hui,
nous avons un président de la République, nous avons un président du Conseil, nous avons le président de l'Assemblée nationale, nous avons le président du Sénat. Eric, donc, déjà avec la classe politique de l'opposition, avec la société civile, on peut trouver des passerelles. Eric, c'est notre pays à nous tous. Il ne faudrait pas que notre pays soit exposé à ce genre de choses. Vous voyez la dernière fois, l'attaque qui a eu lieu encore vers le nord, avec la promptitude à laquelle l'armée togolaise est venue à bout effectivement de ces djihadistes qui étaient encore en position de frapper. Mais grâce à Dieu, grâce à la vigilance effectivement de nos FDS, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, Eric, il y a beaucoup de fronts qui s'ouvrent. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions canaliser ces fronts-là, essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir trouver des solutions. Eric, c'est pas effectivement ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est pas bien pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple du Togo, quand on parle également des manifestants, vous savez que, on dit souvent que l'argent n'aime pas le bruit. Là où il y a le bruit, vous n'aurez plus les investisseurs qui vont venir encore investir dans le pays. Là où il n'y a pas la stabilité, là où il n'y a pas la paix, attendez voir ce que les investisseurs puissent partir. Et ce n'est pas bien pour l'économie. Vous voyez aujourd'hui, la plupart des économies dans le monde ont pris effectivement un coup. Depuis le Covid, il y a certains pays qui n'arrivent pas à se relever. Et parler encore de ces chocs au niveau de la situation politique, vous voyez que nous risquons encore de courir encore devant des choses auxquelles nous devons déjà dépasser. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse effectivement trouver des passerelles pour pouvoir se parler. Lorsqu'on se parle, on trouve toujours des solutions. Et je n'ai pas vu dans le monde, Eric, une guerre où on ne se parle pas. À la fin, on se retrouve sur une table de négociation, on parle, on trouve une solution. Excusez-moi, Jacques Diakouti, au Togo, ce ne sont pas les occasions de discuter qui ont manqué quand même. Hein. Il y a eu plusieurs discussions au Togo. Oui, mais Eric, il faut toujours discuter. Il faut toujours discuter, Eric. Moi, je suis de cet avis que c'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il faut toujours continuer à discuter. Oui, bien sûr, c'est important. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Qui vous allez appeler aujourd'hui, Eric, au niveau de ces réseaux sociaux-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a personne. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la classe politique de l'opposition, c'est la société civile, c'est les religieux et également, disons, la société civile. Donc, c'est ces personnes-là qui peuvent effectivement discuter. Donc, je crois qu'on peut le faire, Eric, c'est notre pays et je ne peux pas en douter que lorsqu'on s'assoit, qu'on ne puisse pas trouver des solutions à la crise qui mine aujourd'hui notre pays. Et puis, vous savez, lorsque le social prend le dessus des autres choses, Eric, attendez voir ce que tout le monde puisse se mêler dedans. La crise de l'électricité est un bon exemple. Vous avez vu que quand on a augmenté... ce sont des éléments mis les uns sur les autres qui ont provoqué tout ce qu'on a vu là. C'est ça. Vu aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc il n'est pas trop tard pour mieux faire. La foi de la société civile, des religieux et du pouvoir en place, du président de la République, du PCM, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, mis ensemble, Eric, je crois que c'est notre pays qui gagnerait, c'est notre pays qui va sortir grandi de tout ce que nous sommes en train de traverser. Et je donnerai la parole à notre confrère tout à l'heure, puisqu'on me dit qu'il est 12 heures sur la radio, dans quelques secondes. Je préfère qu'on marque une courte pause et lorsqu'on sera de retour, on va tenter ensemble de trouver quand même des passerelles, nous aussi, hein, des voies et moyens pour régler ce problème qui devient quand même sérieux. Quand on écoute les uns et les autres sur les réseaux, même depuis ce week-end, avec ce qui s'est passé, les arrestations, quelques libérations, le procureur nous a renseigné hier soir qu'il reste encore quelques-uns, on va prolonger leur garde à vue pour pouvoir mieux comprendre la situation et mener des enquêtes et puis voir si on peut les libérer ou pas. On va revenir sur cette question tout à l'heure après la pause publicitaire. Vous restez avec nous sur la radio Taxi FM. Vous êtes au Togo? Identifiez-vous pour une société inclusive où tout le monde compte. Taxi FM. Il est 12h. Sur ta radio. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Yo c'est ouya, rien wa. Allo nous pas souya, to iya dia. Mi pokamia yo 82 85. Ni miangolon nous dodami le miabe adresse mail dit les contacts @anise.gouv.tg dit. Allo, mi la miabe réseaux sociaux odi.
Ne nana nyanya buoya, miten poka ayo numéro pour payer en 82,85. Allo miten ye miabe site anida.gouv.tg ou miabe réseaux sociaux buodi. Miabe behia, yaidi, yelenyi, tesido dona mesiame. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Parce que chaque moment passé autour de la cuisine est précieux, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Profitez de la promotion spéciale. La bouteille de 6 kg est à 18 000 francs au lieu de 19 740 francs et la bouteille de 12,5 kg est à 29 000 francs au lieu de 34 875 francs. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Captogo. Le jirudoa peut doa di wawom aye bana wa yedi a khonu me kukuye ye oto ablede de nyawontila Togo jirudoa le de kawom ple fao tu kompo po alors si kwa nududu ple ablede de nyawogbo bakple hehe magajaru poya adze RN 5 nume kuku to ablede de unti zia tonlia po do pe evelia gobe so afofie wi etonlia di le du kon la katam Todo si elle revient avec toi que ne aye wana wa kunu menue le ablede de khonu siwo de jesi le do pegban to wa malagbo Bona dodo si anava mela nu me kula wa di sato mie bodzua pe nu to katam ablede lao togo vi utsu togo vi nyonu nu me kuku to ablede de unti zia tonlia po do pe velia kamikatan mino mie khonu me kula o nue aye mie tso de lem be dodo vie siana je ezinue mino mie tso hena nu me kuku to ablede de unti zia tonlia po do pe velia po dije zenue Asianye Gwedasi, Togo Dirudwa, Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment m'aimer? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Balekpedo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.
Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM à Lomé avec mes confrères Ambroise Koundio, Joseph Gada et Jacques Diakouti. On est en train de revenir sur la situation socio-politique un petit peu tendue au Togo, à Lomé, si vous voulez, avec les derniers événements où les réseaux sociaux semblent avoir pris le pas sur tout le monde, puisque depuis plusieurs semaines, des appels sont lancés ici et là par rapport à la situation surtout sociale de notre pays. Est-ce que, eh bien, finalement, on peut considérer de l'intérieur, Joseph Gada va le confirmer, si les réseaux sociaux sont devenus maintenant un danger ou une opportunité pour maintenir une forme de pression sur la gouvernance de Faure Gnassingbé, Joseph? Je l'avais déjà dit que ce n'est pas seulement sur le pouvoir de Faure Gnassingbé, et que c'est dans le monde entier que les réseaux sociaux ont été utilisés dans beaucoup de pays pour déstabiliser des régimes. Donc ce n'est pas seulement au Togo. Seulement que, comme je l'ai dit, il revient rapidement au gouvernement de tirer les conséquences de tout ce qui s'est déjà passé. Mais comment on règle le problème là aujourd'hui? Là où on en est là, comment on règle ça à votre avis? Vous savez, lorsque dans une famille, il se pose des problèmes, il n'y a pas d'autre solution que de réunir la famille et d'écouter tout le monde. Et vous savez, il y a quelque chose qu'il y a toujours apprécié chez Macky Sall quand il était président de la République du Sénégal, c'est cette initiative d'organiser chaque année ce qu'il appelle le dialogue national politique. Je pense que la semaine passée, ils avaient organisé ça, le dialogue national politique, où chaque année, Macky Sall regroupe la société civile, l'opposition, les syndicats, les experts, les universitaires, pour réfléchir sur le système politique du pays. Je pense que c'est une initiative que nous aussi, on peut copier aujourd'hui. On a le CPC, non? C'est pas suffisant? Est-ce que le CPC, c'est juste pour les acteurs politiques? Mais ici, je pense que c'est un regroupement, en tout cas, c'est un regroupement plus élargi. Tout à l'heure, je parlais des syndicats, des experts, des universités, de la société civile, qui font partie de ce conglomérat des acteurs pour pouvoir réfléchir, comme je l'avais dit, sur le système politique du pays. Donc, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, à travers ces manifestations à gauche, à droite, que le pouvoir songe déjà à réfléchir sur un tel dialogue national politique où, comme je l'avais dit, tous ces acteurs seront réunis pour réfléchir sur le social, tout ce qui se fait au Togo, ce que le gouvernement fait, le plan de ce qui a été déjà fait, ce qui serait fait et comment les syndicats, les experts, les universitaires pourront aussi apporter leur contribution. Vous savez, ce qui s'est passé, ce n'est pas anodin. Tout à l'heure, les confrères ont cité la participation du corps, je vais parler du personnel de la santé. Les gens de l'université ont participé, les Togolais lambda ont participé. Ça veut dire que, quelque part, ce qui est arrivé, ce n'est pas, comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas seulement des fous qui se sont levés, c'est des Togolais conscients de la situation qui se sont levés pour pouvoir manifester. Moi, je vous dis qu'on a eu à échanger avec des universitaires qui ne sont pas du tout aussi contents parce que par rapport à certaines sollicitations, ils sont capables aussi de participer, d'apporter leur pierre pour construire le pays. Mais malheureusement, ce sont des gens qu'on vient chercher qu'on va chercher de l'extérieur pour intervenir au Togo. Certains universités ne sont pas contents par rapport à cette manière. C'est comme si eux, ils ne valaient rien au pays. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque point, il y a toujours cet énervement, il y a toujours ce sentiment de révolte quelque part, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des syndicats. Vous vous rappelez très bien que depuis un certain moment, les syndicats se sont tus. Ils ne parlent pas. Mais au fin fond, les gens remuent les couteaux. Vous voyez déjà. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, à travers ces manifestations, à ne pas négliger
Je dis bien à ne pas négliger, parce que si ce qui s'est passé, il n'y a pas eu un leader qui a canalisé les gens, et que d'une manière ou d'une autre, les gens se sont soulevés, ça c'est à nommer. Si jamais ça arrive à atteindre l'intérieur du pays et qu'on n'arrive même pas à saisir, à pouvoir quand même maîtriser les gens, je pense que ça va déborder. Donc, le plus tôt serait le mieux. On est encore là. On peut, d'une manière ou d'une autre, organiser encore d'autres, en tout cas, créer d'autres initiatives, ou comme je l'avais dit, du dialogue national. Vous vous rappelez, moi c'est la première fois. Regardez la sortie du procureur hier. Pour une première fois, les gens ont été pris dans la rue en manifestant et après quelques jours ont été libérés. 56. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas anodin aussi ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ça veut dire que c'est un message, ça veut dire que le pouvoir aussi a compris quelque chose. Déjà, le fait que l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens commence déjà à s'organiser, au niveau de l'université, déjà commencé à s'organiser, ça veut dire que si on ne fait pas vite, ça pourrait dégénérer dans les jours à venir. Donc, que le message est passé rapidement, on a libéré les gens. Donc, on ne va pas quand même attendre qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, qu'on prenne les gens, qu'on arrête les gens, qu'on apprenne les gens, et que, bon, lorsqu'il y a des regroupements, il y a des syndicalistes ou pas, quand les gens vont commencer par menacer, on répond. Je ne sais pas si je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas une bonne chose quand même pour le pouvoir. Donc, moi, je pense que, comme le président Diakouté l'a dit, le dialogue national, pour pouvoir réunir les gens autour du social, autour de l'économie, autour de la politique, pour réfléchir sur quoi il faut, c'est pas aboutir dans les jours à venir par rapport à la situation politique. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même autour de ces genres d'initiatives? Je pense que c'est un homme politique qui disait entre-temps que quand on est au pouvoir ou quand on est responsable et qu'un problème se pose, la meilleure des manières pour ne pas régler le problème, c'est de créer une commission. La meilleure manière pour ne pas régler un problème, c'est de réunir les gens dans une chambre et puis vous êtes sûr que vous n'allez pas régler le problème. Le temps qu'ils discutent là, vous faites autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas craindre ça aujourd'hui? Hier, il y a eu ce communiqué de ces formations politiques dont j'ai fait cas tout à l'heure. Samedi, on a écouté l'ANC sur les dernières manifestations. On a écouté, je crois, dimanche, M. Tchassona, Traoré du MCD, qui parlait de manifestations sauvages. Voilà. L'ANC avec Éric Dupuis, chez nos confrères de Victoire FM, qui disait ceci, puisque c'est lui le porte-parole de l'ANC, qui disait si l'initiative avait été portée en coordination avec les partis politiques, elle aurait été mieux structurée et probablement plus suivie. Mais là, les jeunes de nos partis, pourtant concernés, ne pouvaient se joindre à un mouvement sans structure, sans responsabilité et sans vision claire. Je ne sais pas quel commentaire vous en faites, Ambroise, par rapport donc à ces déclarations dont certains déjà sur les réseaux qualifient de décalées par rapport à la réalité. Oui, d'abord, concernant la sortie de le fait que le pouvoir, pour régler les problèmes, crée des commissions ou un comité pour tuer le problème, aujourd'hui, il est clair que s'ils sont toujours dans cette même logique, ceux qui viendront régler le problème à leur place, on les connaît aujourd'hui. Ça s'est passé le 6 juin, et ce qui va arriver sera certainement le pire. Donc, ils n'ont qu'à se préparer pour encore créer d'autres commissions. Maintenant, concernant ce que certains leaders politiques auraient déclaré, j'ai suivi Tchassona Traoré, je n'ai pas personnellement suivi ce que Éric Dupuis a dit sur Victoire FM, mais j'ai lu. D'abord, pour Tchassona Traoré, c'est un langage, c'est une grave erreur en langage politique. Parce que peut-être eux, ils sont peut-être déjà dans la mangeoire, comme Fonia Sibé a dit, que les jeunes ne réfléchissent plus. Peut-être on va retrouver les gens, peut-être qui ne réfléchissent plus dans le rang des partis politiques, des leaders des partis politiques. Parce que ce qu'il a dit là, c'est extrêmement grave. Hein? Parce que c'est pas parce que quand tu as trouvé le tien à manger que tu vas oublier ce qui se passe au bas de l'échelle, au bas de l'étage. Non, 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 non. Vous n'arrivez pas à sortir le peuple depuis 35 ans. Vous n'arrivez à rien faire. Vous avez même poussé des barbes blanches et des cheveux blancs. Les gens, 4 générations sont finis comme ça. Maintenant, le comble, c'est que toi, opposant, tu viens dire, qu'est-ce qu'il a dit? Tu viens raconter des bobards, des conneries.
Ça peut être des conneries. Ça, je le dépose à gauche. Pour le cas de l'ANC. Vous savez, vous savez qu'il y a clash entre l'ANC et certaines formations, certains leaders politiques. Le cas, on a parlé d'Agatibo. Le cas récent, c'est Nathaniel Olympio. Les gens peuvent aller de gauche à droite de leur opinion sur ce qu'il en est, mais l'ANC et son leader n'ont pas bonne presse sur les réseaux sociaux. Hein. Je n'invente rien. Eux aussi, ils ont leurs militants que certains appellent là sur les réseaux sociaux qui s'attaquent aux gens. Pas possible. Mais je n'ai pas la véracité de... Je n'ai pas su... J'ai suivi un extrait, mais l'émission dure pratiquement 2 heures. J'ai voulu quand même moi-même réécouter. Mais si tel est le cas, donc ça voudra dire que il y a des opposants où il y a la lutte pour le changement et la tenance n'est pas possible au Togo. Ça, c'est encore une grande erreur. Eux aussi, ils font l'erreur. Si M. Dupuis, que je connais très bien, a dit ça, d'abord, je ne me retrouve pas parce que c'est lui qui l'aurait dit. Parce que c'est eux qui sont souvent au devant de la lutte, avec des marches, avec Kondjedji, qui se terminent avec des échauffourées. Mais il dit ça aujourd'hui au nom de son parti. Là, c'est grave pour leur électorat. C'est grave. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire, autant de Tipi Achada en 2017, on a écouté des choses, on a entendu des choses. Que lorsque Tipi avait appelé le leader de l'ANC, il avait dit qu'il n'était pas au pays. Et certains ont dit qu'apparemment il était là, mais il n'avait pas voulu se joindre à la manifestation. Ça aussi, on a écouté des choses comme ça. Certains même sont allés loin en disant qu'ils ont saboté le Tipi Achada. Et donc, vous avez le sentiment qu'on est sur la même logique aujourd'hui? Oui, oui. Ça dit qu'on est pratiquement, ça ressemble à ce que j'ai écouté en 2018. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que quelqu'un peut se réclamer la paternité d'une lutte dont les dirigeants qui sont là depuis 60 ans sont toujours là. Non. Et que l'on quitte aussi cette histoire de division de l'opposition pour pouvoir accrocher l'opposition comme quoi elle n'arrive pas à renverser ce régime. Je vous dis que ce pouvoir gouverne avec l'armée. Le pouvoir gouverne avec l'armée. Le pouvoir gouverne avec les gris-gris, avec les pratiques occultes, les tomé-bobo, les mami-bobo, tout ça là, ça fait partie de la gouvernance ici au Togo. Nous, on est des... Oui, ce que je dis, parce qu'il y a un monsieur, un évangéliste qui m'a fait ça. Autant de éadéments, vous voulez croire, vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. C'est comme si on a aspergé des poudres à caca sur vous dans le pays. On vous appelle même, les gens arrivent à difficilement sortir. Je vous le dis, le journal The Guardian avait publié un truc où un évangéliste avait dit qu'au temps d'Olympio, jusqu'à Yadéman, sa grand-mère était prêtresse vaudou. Elle transportait des bœufs sur des pirogues pour aller faire des sacrifices dans la haute mer, dans la mer. Et donc, c'est des pratiques qui ne sont pas finies. Il y a des pasteurs qui prient, on nous dit la présidence, il y a aussi des charlatans, il y a aussi des marabouts, tout ça là. Et actuellement, que le gouvernement n'est pas encore fait là. Je ne vous dis pas, cherchez par les charlatans, les marabouts. Vous allez retrouver sûrement un de vos ministres ou un de vos DG là-bas, qui veut devenir ministre. D'accord, très bien. Aujourd'hui, je vais finir. Aujourd'hui, la question de l'opposition et de la trahison demeure toujours sur le tapis. C'est ce qui a conduit les Markanda et tout ce monde-là à accentuer une certaine pression sur les concitoyens à se lever comme un seul homme pour, dit-on, renverser ce régime qui ne veut pas partir, qui ne veut rien négocier, qui ne veut rien discuter ni négocier avec l'opposition. Ambroise Pondio, avant de donner la parole à Jacques, je voulais vous retenir encore quelques secondes parce que j'ai devant moi, vous vous rappelez certainement le discours du général de Gaulle, là, le 4 juin 1958, ça veut que nous on n'était pas nés, on est bien plus tard, ce discours prononcé, vous vous rappelez, je vous ai compris. Alors, quand j'ai jeté un coup d'œil en préparant l'émission ce matin sur ce discours, voici ce que le général de Gaulle disait. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici,
je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis de la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions. Et c'est pourquoi, me voilà. Et je dis la fraternité parce que vous ouvrez ce spectacle. Bien plus tard, il dit, eh bien, tout cela, je prends acte au nom de la France. Et là, ce qui est intéressant dans le discours, c'est ceci. Cela signifie qu'il faut ouvrir les voies qui, jusqu'à présent, étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on les a contestés. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Est-ce que vous avez envie d'écouter M. Faure Gnassingbé dans tout ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours là? Je crois que c'est le minimum que les Togolais demandent. Quand on a un dirigeant qui est en vie, on n'a pas appris qu'il est décédé ou il est mort, mais qui est devenu amorphe, qui est devenu autiste, qui est devenu un sourd-muet. Je crois fondamentalement que peut-être il est dépassé par les événements, il est dépassé par le surpoids de la gouvernance du Togo, un petit pays de 8 millions, 9 millions d'habitants, et s'il est fatigué, il n'a qu'à partir. Il y a d'autres Togolais qui peuvent valablement diriger le Togo. Maintenant, au-delà, mais quand il décide d'assumer la gouvernance avec 4 mandats, il est en train de commencer, il a bouclé 1 an de son 5e mandat. Je crois qu'il a intérêt à revenir chaque fois communiquer avec le peuple. Actuellement, avec leur 5e République, ils ont un président qui n'a même pas de bureau. Ils ont un président du Conseil, le chef, le premier des ministres, et il y a les présidents du Sénat, tout ça là. On n'a jamais vu Faure Gnassingbé avec le président de la République ou chef de l'État à la télé depuis le mois de début mai. Nous sommes en juin. Et on a comme l'impression que le Togo est une chasse gardée. C'est un gibier. C'est un gibier que le clan Gnassingbé et alentour ont trouvé. Et ils ont même enlevé les cornes. Ils ont déposé à la maison. Et aucune personne ne peut entrer la maison dans laquelle se trouve ce gibier-là. Et donc, toute une armée entoure la maison là. Personne ne peut venir alors que la population qui est aux alentours de la maison a faim. La population veut manger, veut boire de l'eau. Il y a de l'eau, il y a le gibier dans cette maison. C'est la caricature, le portrait que je fais du Togo, de ses habitants et de ses dirigeants. Donc, Faure Gnassingbé a volontairement disparu parce qu'il n'arrive pas à gouverner. C'est la vérité. Il n'arrive pas à gouverner le pays. Et donc, ces ministres aussi n'arrivent même pas à gouverner. Regardez la route de Ségbé qu'on a construite ici. Regardez la route de Ségbé. Regardez, depuis 60 ans, 20 ans qu'il est là, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, il n'y a pas un hôpital de référence, il n'y a même pas d'échangeur, il n'y a rien. Il n'y a aucun élément de développement que je peux choisir maintenant pour dire que Faure Gnassingbé a fait ceci, il a fait cela. Donc il fuit les problèmes, il nous laisse les problèmes et il fuit. Et nous, on est dans la misère dans ces problèmes-là. On végète dans cette misère-là actuellement. Et il n'y a personne pour nous sauver. Il n'y a personne. Nous sommes dans un bateau ivre qui se dirige droit vers l'iceberg. Ah non. Ah non. Oui. 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 Jacques Dapouty, par rapport à la situation aujourd'hui, tout à l'heure, il me semble que j'ai écouté votre prêche sur le dialogue. Je ne sais pas si on en est encore à ce niveau, puisque les jeunes qu'on a vus l'autre fois dans les différents quartiers à Lomé, il se dit que ce sont des jeunes, il n'y a pas de leader, mais un groupe de manifestants qui n'a pas de leader ne se comporte pas comme ça. On a le sentiment qu'il y a des leaders qui sont invisibles. Hein, mais là n'est pas véritablement le problème. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir véritablement aujourd'hui, Jacques Dapouty? Vous pensez à votre avis? Eric, on peut s'en sortir parce que nous sommes des Togolais, on se connaît. On se connaît. Et puis, il ne faut pas oublier également qu'il y a les services de renseignement dans ce pays.
Les services de renseignement savent réellement ce qui se passe. Parlant des services de renseignement, je vous coupe, excusez-moi, pour aller vite, puisqu'on n'a qu'à peine 5 minutes encore à passer, mais parlant des forces de l'ordre et de sécurité, et on dit souvent que c'est le pouvoir qui guide la forme de violence sur le terrain en matière de manifestation. Et les jeunes, selon ce qu'on écoute et ce qu'on a vu, nos reporters ont vu et ont rapporté, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas lacrymogènes, on a arrêté, on a bastonné des gens. Plus d'une centaine ont été gardés à différents lieux, dont 56 ont été libérés donc, hier selon la communication du procureur de la République. Est-ce que cette forme de communication, c'est-à-dire les arrestations, les bastonnades et tout ça, est-ce que ça, c'est pas un mauvais écho aujourd'hui? Non, ça ne règle pas le problème, Eric. Ça va plutôt accentuer le problème. Vous savez, on ne fuit pas, on ne déplace pas les problèmes, mais on les affronte et on les règle. Du moment où nous connaissons un peu le problème, il faut qu'on puisse les régler. Parce que les jeunes se donnent rendez-vous le 26, le 26 prochain. Non, c'est ce que j'ai dit. Quand on dit qu'il n'y a pas quelqu'un, il y a des gens. J'ai cité tout à l'heure les religieux, les partis politiques, la société civile. Et puis vous savez, quand vous prenez par exemple ces jeunes, chacun peut se reconnaître soit dans les religieux, soit au niveau des syndicats, soit au niveau des partis politiques. Donc c'est des choses qu'on peut quand même régler, Eric. On ne peut pas dire qu'on va laisser les choses comme ça. Et même quand on continue la manifestation sur les réseaux sociaux, comment le règlement va se faire, Eric? Le règlement ne pourra pas se faire. Donc ceux qui sont au pays, ceux qui sont sur place, il faudrait que la volonté y ait de part et d'autre pour qu'on puisse trouver effectivement la solution à notre problème. Aujourd'hui, Ambroise parlait tout à l'heure d'un gouvernement. Vous savez que depuis là, c'est le gouvernement qui est là, ils sont en train d'expédier seulement les affaires courantes. Et puis, face à ce genre de choses, il faut un gouvernement pour faire face à cette situation. On puisse avoir des interlocuteurs fiables et viables pour pouvoir en discuter. Mais lorsque nous n'avons pas, par exemple, ces interlocuteurs, mais il sera difficile de pouvoir échanger. Je ne pense pas que M. Faure Gnassingbé, en tant que président du Conseil, ait quitté le pays ou bien que ne gouverne plus le pays. Il est là, le président de la République également est là, les institutions également sont là, les partis politiques sont là, la société civile est là. Donc je crois qu'Éric, il faut vraiment profiter de tout ça pour pouvoir régler effectivement ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Il ne faudrait pas que les gens disent « Oh, ça ne fait rien, ça va s'arrêter, il n'y a pas de... » Oui, mais attendez, il faut régler les problèmes, il faut discuter, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit, il faut dialoguer, mais avec qui? Non, c'est ce que j'ai dit, Eric. Si on va se fier aux réseaux sociaux... Oui, avec qui précisément? Parce que là, ceux qui ont lancé l'appel, ceux qui mobilisent les Togolais, je ne sais pas si vous observez, parce que nous, on a plus l'habitude d'observer le fonctionnement sur les réseaux sociaux. Quand on observe, tous les soirs, vous voyez ces blogueurs qui font des lives de 21 000 personnes, 23 000 personnes. J'ai vu un live l'autre fois qui allait jusqu'à presque 30 000 personnes qui sont connectées simultanément pendant des heures. Je me demande avec qui il faut dialoguer. Les partis politiques sur le terrain qui sont d'une certaine façon vomis par les citoyens ou avec les leaders qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, j'ai envie de savoir. Eric, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, pour le moment, c'est eux qui sont sur le terrain. Les autres, par exemple, ils sont sur les réseaux sociaux. Et il sera difficile aujourd'hui d'appeler quelqu'un qui est sur un réseau social de venir discuter. Donc aujourd'hui, c'est les leaders-là qui sont là. J'ai dit tout à l'heure, quand vous parlez de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a certains quand même qui peuvent se reconnaître en ces leaders, par exemple, des partis politiques. D'autres se reconnaîtront, par exemple, au niveau des leaders religieux. D'autres se reconnaîtront, par exemple, au niveau des syndicats. Donc, je crois qu'il ne faut pas minimiser ça également. Si nous voulons, par exemple, mettre de côté les partis politiques, mettre de côté les religieux, mettre de côté les syndicats, Eric, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que c'est eux qui pourront quand même faire quelque chose. Parce que quoi qu'on dise, quand vous prenez les responsables des partis politiques, vous prenez par exemple les religieux, vous prenez par les syndicats, c'est des gens qui maîtrisent quand même la situation politique dans le pays et qui pourront également être des interlocuteurs. Donc je crois qu'il ne faut pas minimiser, il ne faut pas abandonner cette piste. Aujourd'hui, la meilleure piste, c'est ça. Il faudrait aujourd'hui que le pouvoir qui est en place puisse s'ouvrir également à l'opposition, puisse s'ouvrir également aux religieux, puisse s'ouvrir également aux syndicats, pour qu'on puisse effectivement trouver une solution. Personne ne gagnerait, Eric, si nous sommes dans cette situation. Ça ne fera pas du bien à personne. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette stabilité pour se développer. J'ai parlé tout à l'heure de l'attaque qui a eu lieu la dernière fois au nord. Je vous dis que s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la cohésion, Eric,
et on laisse le libre champ à ces gens-là de rentrer dans notre pays, vous voyez qu'on ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas être sur plusieurs points. Donc je crois aujourd'hui il faut qu'on puisse mettre bas la terre, que ceux qui sont en face se disent que, oh attention, ce que ceux-là sont en train de dire, ils ont quelque part raison, il faudrait qu'on puisse les écouter. Donc il ne faut pas minimiser ce qui se passe pour dire non, ça va passer. Eric, lorsque vous avez une plaie, il faut guérir la plaie. Donc ne met pas toujours, on n'attache pas une plaie pour dire qu'on l'a guérie. Il faut la soigner, il faut la traiter, il faut la guérir une fois pour de bon. Sinon, vous risquez un jour qu'on puisse vous amputer de votre pied ou de votre bras si vous ne soignez pas la plaie. Donc aujourd'hui, c'est notre pays. Il faudrait aujourd'hui que tout acteur, quoi qu'il soit, il faudrait qu'on puisse prêcher effectivement cette harmonie, qu'on puisse prêcher cette cohésion pour que notre pays puisse retrouver effectivement la paix, la stabilité. Mais ce n'est pas un coup de menace, hein? On est d'accord là-dessus. Ce n'est pas un coup de menace. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier en ayant un gourdin dans la main, appeler l'autre de venir. L'autre aura peur de s'approcher. Soit vous lui tapez par la tête, soit vous lui tapez par le pied. Il ne pourra pas accepter. Donc, un dialogue se fait, Eric, lorsque les esprits sont apaisés, lorsqu'on a confiance l'un à l'autre. Donc, que cette confiance-là revienne au sein de nous, les Togolais, c'est-à-dire que ce soit très bien sur le territoire et ceux qui sont également de la diaspora. Un mot rapide, Joseph Gada, je donne la parole ensuite à Ambroise pour clôturer, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes. On va aller rapidement. Joseph Gada. Ayant le droit de reconnaître qu'il y a un problème sur le terrain. Le malheur serait de dire non, ça ne fait rien, bon, on a toujours eu à voir des choses comme ça va s'arrêter, bon, la vie continue. Parce que ce message, excusez-moi, mais ce message, on l'a écouté lorsque ça a démarré avec des petits lives sur les réseaux. On dit non, ce sont les réseaux sociaux, que la bataille même c'est sur le terrain, jusqu'à ce qu'on en arrive au 6 juin. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention en voulant minimiser ce qui s'est passé la fois dernière. J'ai dit, lorsque l'enfant se lève la nuit, il ne commence pas à pleurer, il ne faut pas le minimiser, il faut le prendre pour changer avec l'enfant, pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut essayer quand même de diagnostiquer ce qui nous met la pathologie. Donc, je reviens là-dessus pour dire, en paraphrasant ce que l'ancien Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, avait dit la fois dernière, c'était jeudi passé ou bien mercredi passé, à la fin du dialogue national au Sénégal, il disait au président Diomaye Faye que ce qui nous reste, c'est le Sénégal. Ce serait vraiment dommage que nous aussi nous appelons nos militants à sortir contre nos militants. On risque de brûler le Sénégal. Ça ne sert à rien. Et il revient à ce que de temps en temps, nous nous retrouvions entre nous pour parler du système politique du Sénégal. Donc, je pense que moi aussi, je n'ai que cette phrase pour terminer ce débat de ce matin, de dire qu'il est important. La diaspora a une place importante dans la vie socio-économique, même pour le politique culturel dans notre pays. Tout à l'heure, vous dites avec qui il faut discuter. Ce n'est pas question de discuter avec quelqu'un ou bien quoi, mais le dialogue s'impose parce qu'il y a un problème fondamental qui est là. Et nous tous dans le pays, nous sommes conscients. Il y a eu un problème de pauvreté, les gens en parlent, il y a un problème de cherté de la vie, il y a tel problème. Moi, je suis sûr que lorsque les gens vont s'organiser au nom de cette manifestation pour pouvoir trouver des initiatives, pour pouvoir trouver une solution, je pense que le problème risque même de se décanter facilement. Donc, c'est pourquoi j'insiste là-dessus que cet appel qu'il y ait un dialogue national qui peut quand même encore réunir tous les acteurs, on vient de les citer, les syndicalistes, les hommes d'église, les musulmans, je ne sais pas, de toutes les régions, en tout cas les politiques soient là pour réfléchir sur le problème. Si le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, arrive à trouver des solutions à tous les problèmes, je ne pense pas qu'il y aura de ces manifestations, je ne pense pas que la population pourrait continuer à crier. C'est parce que quelque part, il y a un peu de la faillite. C'est pour cela que les gens se lèvent. Donc, j'insiste là-dessus. On n'a que le Togo. Moi, je n'ai que le Togo. On n'a que le Togo en partage. Il ne sert à rien que ce pays brûle demain parce que les gens se manifestent, parce que les gens veulent exprimer leur indignation et qu'on puisse les prendre, qu'on puisse les appréhender, les mettre quelque part. D'accord. Ça ne va pas quand même résoudre le problème. Oui, on me dit qu'on doit rendre l'antenne, mais rapidement, Ambroise, en 15 secondes, pour conclure. Je pense que
je pense que la situation, telle qu'elle se présente, je l'ai dit, que ça doit, il doit y avoir un peu de repli sur soi du côté de ceux qui sont au pouvoir, parce que la question n'est pas dans la main de ceux qui sont dans l'opposition. On parle d'une question de gouvernance de la chose publique. Et ceux qui gouvernent la chose publique aujourd'hui, en majorité, à 99%, c'est ceux qui sont au pouvoir. Je ne veux même pas faire mention de la gestion des collectivités territoriales, même si on peut en parler dans un autre volet. Mais ici, ceux qui détiennent la manette du pouvoir, ceux qui gouvernent avec une main de fer, comme le disent souvent les Français, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et ils ont intérêt à discuter franchement et sincèrement des problèmes qui minent le Togo actuellement en tête, la question du changement à la tête du pays, la question de l'alternance, de la limitation réelle du mandat, de foutre dans la mer cette histoire de 5e République avec un président du Conseil qui n'a jamais été élu et qui est là ad vitam aeternam, pourvu que son camp puisse passer par les élections législatives, par la fraude et conserver le pouvoir à l'Assemblée. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, ce qui est là, c'est de rediscuter des questions électorales, surtout les découpages électoraux, le code électoral, le cadre même, tout le cadre électoral, et revenir maintenant au partage du pouvoir. Merci beaucoup, Ambroise. Et refondre l'armée. Il faut refaire l'armée, la composition de l'armée. Faire un quota de chaque groupe ethnique. Si c'est ça, c'est mieux que de retrouver pratiquement 90% ou 70% d'une même ethnie dans une armée. Ce n'est pas possible. Très bien. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. On arrive à leur dire ça. D'accord, très bien. On a compris le message d'Ambroise. Malheureusement, je dois rendre l'antenne parce qu'il y a le journal qui arrive dans quelques secondes. Merci beaucoup, chers confrères, pour votre disponibilité. Merci à Ambroise Bonjour, Jacques Diakouti et Joseph Dada. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. Général Taxi FM Lomé, appelez-moi Saint-Irrigator. Tout à l'heure, le journal parlé avec Hugues Vignon. À très bientôt. Au revoir.